Ok, donc c'est parti. Donc ici, j'ai pas installé de machine, j'ai juste préparé les machines avec les réseaux. Donc si je vais dans l'éditeur de réseau, on va retrouver les différents réseaux. Le réseau 10, où il y aura le Proxmox, le réseau NAT qui amènera Internet via le pfSense, le VMnet 12 qui sera le réseau avec le serveur et les différentes machines. Ensuite le VMnet 13 qui sera du coup la partie optionnelle VPN. Donc ça on verra par la suite. On va essayer de corriger aussi les options. Et le VMnet 19 qui en fait va nous servir à faire la liaison entre le VPN et le réseau 192. Parce que si on reprend le plan, je l'ai mis, je l'ai refermé. Ah, non, il est là. Parce que ici du coup on va avoir un premier réseau qui va être vers le 10, un autre réseau qui va être vers le 20, un autre réseau qui va nous amener vers le 192. Ici du coup en bas on a le 172. Mais du coup pour faire la simulation d'un VPN, il ne faut pas que le 172 soit relié directement à celui-là. Il faut qu'on repasse par un autre réseau en plus, qui va être du coup mon réseau 19, qui est à 192, 168, 200. Et ça on y reviendra après. Donc voilà les réseaux que j'ai créés. Donc en réalité, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Donc là, je vais commencer par cette partie-là, la partie avec les Proxmox. Comme ça sera fait de ce côté-là. Donc ici, j'ai mon Proxmox que j'ai réglé. Sur le réseau VNet 10 qui est le réseau 10.0.0.0. Donc installation graphique pour que ça soit un peu plus propre. Sinon ça marche avec l'autre option aussi. Là je vais attendre de lancer au moins cette installation là avant de lancer la deuxième. Donc ici on accepte. Ici je vais installer juste sur un disque, donc je ne vais pas faire de dossier partagé et tout, donc je peux rester sur les options classiques, c'est-à-dire sans changer, sans aller faire de ZFS avec du RAID. Donc on dit qu'on est en France, comme ça il détecte automatiquement le bon clavier. On met une adresse mail parce que c'est obligatoire. Donc celui-là je vais l'appeler Proxmox 1. Parce que là c'est ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on veut mettre en cluster, il ne faut pas que les deux Proxmox aient le même nom.
C'est-à-dire qu'avant le local, il n'y ait pas le même nom. Sinon, pour lui, il va retrouver deux références identiques avec deux adresses différentes et il va avoir du mal à se repérer. Donc ici, j'ai mon adresse. Je ne vais pas prendre la première adresse, je vais la garder pour le pfSense. Donc je vais mettre 10. La gateway, ça sera 10.128.0.0 du coup, qui sera l'adresse qu'on va donner à notre pfSense, puisque du coup c'est notre pfSense qui va nous servir de gateway. Et le serveur DNS, on va le régler à 20.0.0.2, qui va être la passerelle du NAT de VMware qui nous permettra d'aller vers Internet une fois qu'on aura réglé notre pfSense. Donc là, il nous fait le résumé, on valide. Pendant ce temps-là, on va faire la même chose avec le deuxième. Donc il a bien découvert le DHCP, ça c'est pas un problème. Donc le DHCP est bien activé dans le VMware. Normalement, il n'y a pas de raison de problème d'adresse. Donc on refait la même chose. On va le mettre à 11. On remet la passerelle. On rechange le DNS. Et on l'installe. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du pfSense pour qu'on puisse accéder à Internet. Et comme on est en virtuel, là, normalement, si le pfSense on l'a bien réglé, on pourra accéder à la page de configuration du Proxmox directement à partir de notre machine physique. Mais effectivement, dans la réalité, ou si vous avez un problème, il faudrait rajouter un Windows 10 à côté avec une interface graphique pour y accéder au pfSense. Au Proxmox, pardon. Donc ici, j'ai déjà réglé mes 4 interfaces, mais on les mettra quand même en DHCP une première fois pour confirmer quelle adresse il m'a donné à quelle carte pour être sûr qu'il n'ait pas mélangé les choses. Pour l'instant, on va déjà l'installer. Donc j'accepte, je fais install, je mets en UFS, pardon. Je dis que je vais prendre tout le disque. Ici, normalement, par défaut, il m'a mis en BIOS, donc je vais garder sur le MBR.
finish et je commit. Commit, ça permet de confirmer du coup qu'on est sûr qu'on veut bien faire les actions qui risquent potentiellement de détruire toutes les données. On le laisse finir. On peut jeter un œil, voir où en sont les autres. Pas totalement fini. Donc voilà, comme ça va se croiser. Ici, on reboot. On laisse booter. Donc là, le one, il l'a mis en DHCP automatiquement. Donc on a vu qu'il a bien mis les bonnes choses. Le LAN 1, il m'a mis une adresse directement, sauf que on voit que cette prio est pas notre réseau. Donc on va la passer en DHCP. Donc pour ça, je fais 2. Non, on va déjà assigner les interfaces. Donc on ne veut pas de VLAN. Donc normalement la EM0 c'est la première, donc c'est le one. On va dire que là le LAN va être la EM1. On verra quelle adresse il va nous donner après. L'optionnel EM2. Et l'optionnel 2 EM3. Et on valide. Attention parce que autant celle qui est configurée dans le LAN accepte pas mal de connexions par défaut. Par contre, l'option 1 et l'option 2, elles sont considérées comme, plus ou moins comme du WAN, et donc ont par défaut toutes leurs connexions bloquées. Du coup, maintenant, on va passer les 3 adresses en DHCP pour être sûr de quel réseau est quel réseau, être sûr qu'il n'y ait pas de mélange. Donc du coup, on fait 2. Ici, on choisit le chiffre de l'interface qu'on veut. Je vais commencer dans l'ordre. Donc 2. Oui, je veux du DHCP en IPv4. Non sur l'IPv6. Et pas d'adresse en IPv6. Et on va laisser en HTTPS. Et là, on voit qu'il nous fait un truc bizarre. Donc, on va passer les autres aussi. Yes, no, no.
Donc c'est le 4. Ok, j'ai 200. Par contre, c'est lequel qui me manque là? Il me manque le 10. Mais là, du coup, il y avait déjà eu un problème. Hier, c'était Johan qui avait eu un problème comme ça. Parce que là, si elle nous sort le 1, sauf qu'en fait, du coup, il n'a pas fait de liaison avec la carte de la machine physique. Parce que ici, si on regarde dans la liste, le réseau 192.168, 1 n'existe pas. On voit qu'il n'est pas dans la liste. Mais si on va sur la machine physique, on va retrouver normalement non, même pas. On a bien le 200, VMnet 8, 10.0.0.1, 25.1. Non, on le retrouve même pas là. Du coup, ce qui manque, c'est le VMnet 10. Normalement, j'avais bien mis le VMnet 10. On va vérifier, du coup. En fait, c'est le VMnet 10 qu'il n'a pas pris correctement. Ce qui est embêtant, parce que du coup, là, je pourrais pas communiquer avec Internet, avec le Proxmox. Bon, c'est pas grave, on fera autrement. On fera autrement. Mais effectivement, là, normalement, quand j'en avais le problème, il avait trouvé une carte réseau ici qui portait le même nom. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je sais pas d'où il me l'a sorti. Ça peut pas être ma box parce que ma box ne donne pas sur ce réseau-là. Et normalement, je suis pas censé avoir d'autres serveurs qui donnent. Non, bon, on va pas perdre de temps avec ce point-là. Du coup, ce qu'on va faire déjà, je vais passer mon adresse du WAN en statique pour être sûr qu'elle ne va pas bouger. Donc je fais 2, je fais le 1 pour le WAN. Donc non, je ne le veux pas en DHCP justement. 10.128.0.0 puisque c'est ce qu'on a déclaré au niveau des Proxmox. Non, pas 10. 20. Oui, non, je suis bête, c'est le one. Donc je vais être 20.0.0.128 à la fin. Donc on est en réseau de classe A. Donc on est à masque de 8 en CIDR. La gateway d'upstream, ça va être 20.0.0.2 qui est en fait la passerelle du NAT de VMware qui va nous permettre d'aller sur Internet. Puisque c'est pas le pfSense qui est relié dans notre installation directement à Internet.
On dit que c'est la gateway par défaut. On ne veut pas d'IPv6. On ne veut pas que ce soit un serveur DHCP. Et on garde un HTTPS. Du coup, on va passer aussi le M2 en statique, parce que c'est là qu'on va faire, c'est là que sur le réseau, il va y avoir le plus de choses à faire. Donc, pour être sûr que ça ne change pas d'adresse, on va la configurer en statique aussi. Donc, numéro DHCP 192.25.128. Donc on est ici en 24 puisqu'on est en classe C. L'Upstream Gateway, comme on est sur du LAN, il n'y en a pas. Pas d'IPv6. Pas de DHCP. Et on garde un HTTPS. Donc là, on a réglé notre pfSense. On va garder le 200.128 pour aller vers l'autre pfSense, mais ça, on le fera plus tard. Donc là, normalement, mes deux Proxmox ont dû terminer. Par contre, du coup, je suis pas sûr de pouvoir y accéder à partir de la machine physique dans ce cas-là. On va essayer. .10. Mais étant donné qu'il n'y a pas de carte qui fait la liaison, ça n'a pas marché. Alors, je voudrais juste vérifier. Parce que non, c'est le 10. Parce que du coup, là, il n'y a pas la carte. Si, il est là en plus. Hein. Mais comme du coup, on n'a pas le pfSense qui est bien réglé. Je ne vais pas pouvoir y accéder comme ça. Donc du coup, bah, je vais rajouter un Windows pour pouvoir y accéder directement et faire mon cluster. Donc, je vais cloner celle-ci qui est vide. J'ai déjà mis l'ISO. Qu'est-ce qu'il y a des... Là. Ok, on a tout le monde. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bon, dans le même temps, on va essayer d'installer celle qui contrôle le NAT.
Comme ça, elle sera installée. Elle était optionnelle, mais au moins elle sera installée. Comme ça nous servira pour un exercice optionnel par la suite, au moins elle sera installée. Mais effectivement, dans un premier temps, elle n'était pas nécessaire d'être installée. C'était surtout pour bien contrôler qu'on avait bien Internet à partir du réseau net. Bon, normalement, au niveau de l'installation du Windows comme ça, il n'y a plus de problème. Normalement, c'est automatique ça. Vu le nombre que vous avez installé. Je voudrais juste essayer un truc quand même, parce que ça m'intrigue. J'essaie de rajouter une autre carte dans VMnet 10 aussi. Des fois que c'est été un bug. CTRL C. Donc là, il me l'a pas pris automatiquement, donc je vais rebooter le pfSense. Comme de toute façon personne à l'instant T ne s'en sert, on peut le rebooter donc, normalement, sans poser de soucis. Voilà, il s'installe. Et comme ça sera fait, je vais installer directement mon serveur. Je vais donner un petit peu de mémoire à lui ou pas. Ouais, je vais donner. Ah non, je vais pas donner de mémoire en plus. Je sais pas s'il va prendre à chaud. Je vais lui remettre un peu de mémoire. Voilà, ça s'installe. Le PF7, ça n'a pas encore fini de redémarrer. Et là, je vais contrôler un petit peu la mémoire qu'il me prend pour savoir où j'en suis. Et comparé aux 32 Go des autres machines que vous avez. Donc là, on a 33. Donc, effectivement, vous ne pourriez pas forcément lancer toutes les machines à la fois, même sur la machine qui est au centre. Mais comme je le disais dans l'énoncé, de toute façon, c'était pas demandé de pouvoir lancer toutes les machines simultanément. Donc, assign interface. Voilà, donc là, bien mon M4. Donc je vais le rajouter. Le one, c'est toujours le M0.
EM1, EM2, EM3 et EM4. Je l'installe, c'est bon. Donc 2, 5, DHCP, non DHCP. Ok. Ah, par contre, là, celui que j'ai rajouté, on voit que là, il m'a sorti carrément autre chose. Il m'a sorti comme si j'étais en bridge, alors que j'ai bien mis VMnet 10. Par contre, on voit qu'il a corrigé le problème de tout à l'heure. Là, il m'a bien mis sur le bon réseau, le réseau 10, du coup. Donc, ce qui veut dire si on réessaye, je vais comme vérifier si je ne me suis pas trompé d'adresse. Le Proxmox 10.28.0.11. Ok. Et par contre, le pfSense, lui, on y accède. Donc là, une fois sur le pfSense, on va faire le petit réglage parce que effectivement, je ne peux pas forcément y arriver parce que comme du coup, ce qui vient du WAN est bloqué. Donc le pfSense, là, je le laisse. Je vais rajouter le 20.0.0.2 en tant que DNS. Si jamais les autres ne trouvent pas, il se rabattra là-dessus. Et je vais mettre le 4x1 aussi. Là du coup ça veut dire que s'il y a des DNS qui arrivent par le DHCP, c'est eux qui prendront la priorité par rapport à ces DNS là. Bon, la zone d'horaire. Ici statique. Et je sais pas pourquoi ici à chaque fois que du coup on passe dans le Wizard, l'Upstream Gateway n'apparaît pas. Donc en général, je la remets quand même, même si normalement il est censé la prendre en compte. Et ici, il ne faut pas oublier de débloquer ça, parce que sinon, les réseaux privés qui passent par le WAN sont bloqués. Et étant donné qu'on passe par un réseau privé pour y accéder, et ça, on peut le laisser bloquer éventuellement, c'est moins gênant. L'interface, on va la laisser en DHCP. Ok. Alors, pourquoi il met 32 direct? Bon, donc 24, puisque normalement on est en classe 24 sur le LAN. Non d'ailleurs. D'ailleurs, on est sur le réseau 10, donc on est en classe A, donc 8. Je change pas le mot de passe administrateur pour faciliter les choses.
chose qui a fait un bip tout à l'heure. Alors. On va essayer de bind sur quelque chose. Voilà, là, il a fini, on retrouve nos différentes adresses. Et pour l'instant, on va tout ouvrir au niveau du pare-feu. Je vais le passer en français. Si jamais vous n'avez pas pensé à mettre de DNS pendant le wizard, c'est pas grave, vous pouvez les rajouter dans le General Setup. Voilà. Maintenant, pare-feu règle. Parce que donc là, on voit qu'il bloque tout par défaut sur le one. Donc on va faire le contraire. Pour l'instant, on va tout accepter. Et sur le LAN, on va tout accepter pour l'instant. On va faire comme ça. Après, on affinera les choses. Donc là, maintenant, je vais essayer de... Ah oui, je suis bête. Ça se trouve, ça marchait peut-être dès le départ. J'ai oublié le principal. Le port pour accéder au Proxmox. Qui est le 8006. Bon, les deux sont à 11. Donc je vais mettre le 10. Donc oui, si vous ne mettez pas le 2.86, forcément ça ne peut pas marcher. Donc là, je me connecte. Directement au Proxmox. Et je vais essayer de voir si j'ai de l'internet qui est passé ou pas. Pour ça, je vais dans le shell. Et j'essaie de pinguer quelque chose d'extérieur. Donc on voit qu'a priori, ça n'a pas l'air. Donc on va vérifier jusqu'où on arrive. C'est bien 128 que j'ai mis. D'où l'intérêt d'avoir un plan que vous mettez à côté, ça évite de faire des allers-retours entre différents éléments parce qu'on a oublié. Non, c'est 10 128 02. Et du coup, comme c'est pas cette passerelle là que j'avais indiqué à la base, forcément le Proxmox ne peut pas trouver. Donc là, il y arrive bien. Là, il n'y arrive pas parce que du coup, on n'a pas la bonne passerelle. Du coup, on va revérifier
quelle passerelle on a dans le pfSense, dans le Proxmox. Donc ça, vous le trouvez dans Network. Et on voit qu'on avait mis 10.128.0.0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va modifier directement la gateway ici. On pourrait aussi modifier directement dans le pfSense, mais du coup, comme on a fait plusieurs essais, est-ce que le 10.128.0.0, il va pas l'avoir attribué déjà à quelqu'un d'autre? Et on risquerait du coup d'avoir un conflit. Ne pas oublier d'appliquer la configuration. Et on le fait sur le deuxième aussi. Voilà, et là on voit qu'on accède bien à un autre réseau. Et on accède bien à Internet. Donc du coup, maintenant c'est bon. Donc du coup maintenant on va faire la mise en cluster. Donc pour ça, on va dans le data center. On va trouver ici cluster. Là, on détermine déjà lequel des deux va être le serveur maître. Donc là, bon, comme je suis sur celui-là, je vais dire que c'est le 11 qui va être le serveur maître. Donc c'est à partir de celui-là que je vais créer le cluster. Ici, on met qu'un lien parce que de toute façon, on n'a qu'une seule carte réseau sur le même réseau. Donc, on va pas en rajouter. Donc là, on attend qu'il finisse. Donc, task OK. Maintenant, on va aller sur Join information. Et on va copier ces informations-là. Il y a directement le bouton pour le faire automatiquement. Maintenant, je vais aller sur mon autre Proxmox. À nouveau dans le data center. Toujours le cluster. Et ici, la différence, c'est qu'on va faire join pour joindre le cluster. Et ici, on colle. Il ne nous reste plus qu'à mettre le mot de passe qui va bien. Et faire join cluster. Donc là, si les machines communiquent bien entre elles et que vous n'avez pas mis le même nom de d'host à l'installation, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, des fois, on a l'impression qu'il fait rien, mais c'est parce qu'en réalité il déconnecte et il change son ID de repère. Donc du coup, on ferme là. On peut fermer la page, maintenant on n'en a plus besoin. Et ici, on voit bien qu'on a directement nos deux nœuds de Proxmox. Un nœud, ça correspond à un serveur à l'intérieur d'un cluster. Même si, quand il est seul, on l'appelle nœud aussi. Mais si dans un cluster ou data center, on parle de nœud,
Ça correspond du coup à un serveur. Maintenant, étant donné que j'ai internet et que là je demandais de mettre n'importe quelle machine, je vais aller dans local PVE, mais plutôt que d'importer une ISO et tout, je vais directement mettre un template qui correspond à un Linux. Puisque de toute façon je ne demandais pas spécialement de choses dessus, je demandais juste d'avoir une machine pour faire la migration. Donc je vais prendre allez, un Debian 12 pour changer un peu. Étant donné qu'on avait vérifié qu'on avait bien internet, du coup on va prendre ça. Voilà. Task OK. Là on va faire create CT conteneur à la place de créer du coup une machine complète. On va l'appeler Debian 12 histoire de lui donner un petit nom. On va lui donner un mot de passe administrateur. On va chercher le template. Voilà, logiquement ça devrait marcher avec 8, donc je vais lui laisser 8. De toute façon, comme on va rien installer dessus, la taille n'est pas importante. Généreux, je peux lui donner 2 cœurs. Je peux lui donner 1 giga de RAM. Mais c'est histoire d'être généreux. On va lui donner quand même une adresse IP. On va lui mettre .15 par exemple. Oui. Donc là il met en rouge parce qu'il attend le CIDR. On lui met la gateway. Même si de toute façon comme on va pas aller sur internet ou quoi, c'est pas bien grave. Le DNS, on va utiliser la même chose que le Proxmox principal. On pourrait changer si on avait besoin. Je vais la démarrer quand même après avoir fini, juste histoire de vérifier qu'elle fonctionne. Là, il génère les différentes clés SSH. Et là, du coup, on voit qu'elle est prête et normalement, elle devrait démarrer. Voilà, là, on voit qu'il est en train de la... Ah, il a essayé, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. On va démarrer à la main, du coup, s'il veut bien. Voilà. Donc là, elle est démarrée. Si je me connecte, on voit qu'elle est opérationnelle, je peux faire des commandes et tout, il n'y a pas de problème. Donc je vais l'arrêter. Parce que pour pouvoir faire la migration, il faut que la machine soit arrêtée. On ne peut pas faire de migration à chaud.
Ce qui peut être fait à chaud, par contre, c'est la réplication d'un disque vers une autre machine pour pouvoir la récupérer en cas de problème. Et c'est ce qui est remis en place quand on fait la haute disponibilité que vous aviez fait l'autre fois. Mais ça, c'est un petit rappel. Voilà. Donc là, on voit ici que notre machine est bien émince. Maintenant, du coup, si on veut faire une migration, il n'y a rien de compliqué sur le Proxmox. Et vous verrez que sur le SX, il n'y a rien de très compliqué non plus. C'est juste qu'il faut avoir un élément qui prend beaucoup plus de mémoire, alors que là, il n'y a pas besoin. Donc ici, on fait un clic droit. On va faire tout simplement migrate, ou migration si vous avez mis l'interface en français. Deux minutes. Donc je disais quoi Donc là, Windows Proxmox, ok, oui, j'étais en train de faire de finir le cluster. Voilà, le cluster, voilà, la migration. Donc du coup, on dit après sur quel nœud on veut l'envoyer, donc vers quel serveur on veut l'envoyer. Donc ici, il nous propose qu'un choix, puisque je n'ai que deux serveurs dans le cluster. Il y aurait plus de serveurs, du coup, il nous proposerait plus de choix. Et tout simplement, on va faire migrate. Et là, on va juste attendre qu'il termine sa migration. Après, en réalité, on pourrait fermer cette fenêtre-là. Ici, il continue la migration quand même. Parce que là, ça va pas prendre trop de temps parce que la machine est petite. Mais si c'était une machine qui était beaucoup plus lourde, on va pas rester avec la fenêtre comme ça, bloquée et faire autre chose. Donc là-bas, on laisse faire et puis il va se terminer. On voit qu'il est en train de faire la migration parce qu'il y a un avion, style avion en papier, qui est dessus. Et une fois que c'est fait, bah, elle pourrait être relancée à partir de l'autre nœud de serveur. Il est un peu plus gros que. Un peu plus gros que je pensais. À 4 Go. Ici. Non, ici plutôt, pardon. C'était volume. Ah, du coup, il fait 859 Go quand même. Ça veut dire qu'il a développé un truc aussi gros, surtout qu'en plus on a mis un disque de 8 Go. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va récupérer comme info à côté là. Donc là on en est à la moitié. Bon, voilà, on va le laisser terminer, on reviendra voir après. Mais voilà, le principe pour migrer, c'est ça. Donc si jamais en épreuve on vous demande de migrer, bah, vous connectez au Proxmox dont vous aurez l'adresse directement sur le plan ou sur un document qui récapitule les différentes adresses d'accès aux différents éléments. Et après, bah, du coup, vous ferez la migration de la machine qui vous aura été demandé de migrer.
Voilà, donc là, ça y est, il a fini. Enfin, presque. Voilà, tâche OK. Et ici, on voit maintenant, on était dans le PVE. Maintenant, on est bien dans le Proxmox. La machine est bien aussi là. Et on la démarre pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de souci au niveau de la migration. Donc là, il voit qu'il y a eu une petite modification, elle a changé d'endroit, donc la clé SSH a changé, donc on accepte la nouvelle clé. Et là, du coup, on peut se connecter. Et donc là, on est bon pour la partie de créer le cluster et de faire la migration. Est-ce que là, il y aurait des questions sur ces points-là? Non, pas particulièrement. Ok. Donc du coup, on va terminer la partie côté réseau 10. Comme ça sera fait. Le dernier élément que je demandais du coup, sur ce côté-là, c'était en option de mettre un trou NAS. Donc on va juste le faire vite fait. C'est pas très long, il n'y a rien de très compliqué. Donc on va le faire. Donc, ici j'ai mon trou NAS que j'ai préparé. Je l'ai bien sur le VMnet 10. Et à la limite je vais rajouter tout de suite un deuxième disque sur lequel je pourrais mettre des données. Histoire d'aller jusqu'au bout. Un hard disk, voilà. On va lui mettre 30 Go. Installation, on démarre. Donc là par contre je lui ai remis de la mémoire parce qu'on a vu que si on laisse par défaut les 256 mégas, et bah du coup ça lui pose des problèmes après au niveau du redémarrage. Parce que même là, de base, il conseille 8 Go. Donc on va continuer quand même, mais là j'en ai 4. Donc normalement, on avait vu qu'au bout de minimum 2 Go, on arrivait à redémarrer quand même correctement le trou NAS. Là, je vais mettre sur le disque le plus petit. Donc pour rappel, on fait espace pour valider le disque. Il rappelle qu'on ne peut pas utiliser le disque primaire qu'on a choisi pour mettre des données dessus, pour les partager. Donc ça signifie bien qu'il faut au moins un deuxième disque. Donc c'est pour ça que si jamais vous le faites un NAS en réel à partir d'un vieux PC dans lequel vous mettez différents disques, vous prenez un petit disque qui peut être assez rapide, mais un petit disque pour l'installation, et après le stockage sera fait sur les autres disques. Donc normalement pareil, elle a été créée en BIOS par défaut.
il commence à installer, donc rien de compliqué au niveau de l'installation. Juste pas se mélanger dans le disque qu'on veut utiliser pour les données. Et en général, prendre le plus petit des deux. Donc là, on le laisse installer. Pendant ce temps-là, je vais éteindre les Proxmox parce que j'en ai plus besoin. Éteindre celle-ci. Je vais faire shutdown celui-ci et ensuite shutdown celui-ci. Comme ça, c'est fait. Même si je pourrais, si j'avais pu les garder démarrer si je voulais. C'était pas... Mais voilà, comme ça, on évacue les parties, on fait morceau par morceau. Bon, du coup, je vais finir l'installation du Windows côté NAT pendant ce temps-là. Ouais, parce que du coup, mon NAT n'est pas sur le 8, j'ai oublié de le régler. Je sais pas si du coup il va le prendre à la volée. Bon, non, mais c'est pas grave. Ah si. Donc installation limitée. Donc pendant ce temps-là, le TrueNAS nous dit qu'il a fini. Et on reboot le système pour terminer. Donc ça, normalement, cette ligne-là, il le fait que la première fois, parce que c'est la génération de clés aussi. Donc en fonction de la machine, c'est plus ou moins long. Et comme là, on lui a pas mis je lui ai pas mis spécialement de CPU pour le calcul, c'est pour ça que c'est peut être un peu plus long que la moyenne. Voilà, ça avance. Là, il ajoute différentes routes pour essayer de communiquer.
au mieux et de récupérer toutes les informations, quel que soit le réseau. C'est pour ça que vous voyez la route 0000. Ça, c'est une route, ce qu'on appelle générique, qui est utilisée pour écouter tous les réseaux. Voilà. Donc là, normalement, on devrait être bon. Donc, si je fais 10.128.0.3, j'arrive bien à l'interface web. Pas ça, j'avais... Non. Donc là, je pense que ça se trouve, il m'a mis des caractères en anglais. Est-ce que je peux le resetter à partir de... Là, oui, je peux. Donc je vais faire 7 pour réinitialiser le route. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Et là, on est bien connecté. Maintenant, je vais remontrer, même si je n'ai pas spécialement demandé. Je vais rajouter du stockage, juste, histoire qu'il ait un deuxième disque sur lequel on pourrait mettre potentiellement des données. Donc là, je vais dans Storage Pool. Je crée un pool. Je l'appelle test. Ici, il y a toujours le même message comme quoi les disques ont des noms identiques, des éléments identiques. Donc on est au courant, parce que ça, c'est parce qu'on est sur des disques virtuels. Ensuite, on choisit le disque qu'on veut. Et avec la flèche, on l'ajoute au pool. Donc là, il nous dit qu'on a à peu près 28 Go disponibles. Il nous déconseille d'utiliser ça parce qu'il n'y a pas de protection. Du coup, il n'y a pas de RAID. De RAID de niveau 1. On est en Stripe par défaut. Donc on va faire force. Et on va confirmer. Parce qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut. Et on fait Create maintenant que le bouton est disponible. Il nous dit que le contenu des différents disques va être effacé. On est d'accord. Et là, du coup, on a bien notre disque qui a été créé avec du coup 26 Go, un petit peu plus de 26 Go de disponible. Et après, à partir de là, si on voulait, on pourrait faire un partage directement en mettant les utilisateurs et tout. Mais c'est pas ce qui était demandé, c'était vraiment l'installation simple et là c'était pour remontrer du coup bien comment recréer le pool de stockage. Voilà. Donc avec ça, si on reprend notre plan, on a traité toute cette partie-là, toute la partie qui est dans le réseau en 10. Et donc là, du coup, je vais pouvoir éteindre le TronNAS également, parce que je vais pas normalement en avoir besoin même par la suite.
Et dans le pire des cas, même si j'avais besoin par la suite, et ben je le rallumerai. Donc pour l'éteindre, soit vous pouvez y aller par la machine virtuelle, soit ici dans l'interface web, vous pouvez cliquer sur Power et Shutdown. Bien sûr, il faut confirmer. Et on fait le shutdown. Et là, du coup, si on va ici dans la liste, on voit bien le Proxmox qui est éteint, les deux Proxmox, et du coup le TrueNAS qui est en cours d'extinction. Donc toujours bien les éteindre proprement. Voilà. Donc là, il est bien éteint. Donc du coup, avant de faire la pause, là, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette partie de réseau et d'exercice? Non? Ok, bah du coup on va faire la pause alors.